Bonsoir et bienvenue à la soirée politique et pauvreté, organisée par les étudiants dont j'ai fait partie en travail social dans le cadre du cours politique et politique sociale. Alors, je me nomme Hélène Daou, je vais être votre animatrice avec ma collègue Maud Levasseur. Alors, on va présenter le plan de la soirée. Alors, nous disposerons d'une heure pour poser 6 questions thématiques aux candidats ici présents. Ceux-ci auront la possibilité de répondre ou non aux questions. S'ils disposent de ce choix, chaque candidat a 2 minutes pour répondre. Et Kéra, ici présente, vous pouvez voir, va vous avertir à 1 minute, 30 secondes, et fera le décompte à partir de 10 secondes. Et après, on va vous interrompre. Nous tenons à spécifier qu'il s'agit d'un débat. Il ne s'agit pas d'un débat, mais plutôt une occasion d'échanger sur les sujets qui touchent la pauvreté. Donc, nous ne tolérons aucune attaque provenant de quelque partie que ce soit la salle ou entre les candidats. Suite aux questions thématiques, il y aura une période de questions ouvertes au public d'une durée de 20 minutes. Les mêmes règles s'appliqueront en matière de respect. De plus, nous vous demandons d'être bref, concis, autant dans la question que dans la réponse, afin de laisser la possibilité à tous de s'exprimer. Alors, au nom de toute l'équipe du comité dont je fais partie, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Merci les candidats et candidates. Si vous voulez vous présenter brièvement, donc vous nommez, parler de quel parti vous venez, ça me fait plaisir de vous entendre. Bonjour à tous, mon nom est Philippe Boilly. Je suis candidat dans la circonscription de Chapleau pour le parti Option nationale. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je pense que c'est bon qu'on va adopter ce soir un sujet qui est trop souvent oublié pendant les campagnes électorales, la pauvreté. Ça me fait un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Je suis Maryse Gaudreau. Je suis la députée sortante du comté de Hull. Je suis candidate pour le Parti libéral du Québec. Je sollicite un 4e mandat à cette élection. Je suis députée, comme je le mentionne, depuis 6 ans. Et la pauvreté, peut-être qu'on n'en parle pas pendant la campagne électorale, mais c'est dans le quotidien d'un député, certainement un député du comté de Hull. Alors, j'ai bien hâte d'échanger avec vous. Bonjour, je me présente. Mon nom est Gabriel Gérard-Lapie. Je suis candidat du Parti marxiste-léniniste du Québec dans la circonscription de Hull. Personnellement, je suis un ancien étudiant je suis actuellement travailleur dans le secteur de l'hôtellerie et je remercie l'initiative. En fait, je salue l'initiative des étudiants d'avoir organisé cette rencontre sur le sujet de la pauvreté, effectivement un thème qui est si peu abordé durant la campagne électorale et je dirais même au niveau politique durant les 4 années qui suivent en général. C'est un sujet qui est passé dans l'oubli quand c'est une situation qui afflige des centaines de milliers de Québécois quotidiennement. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Alors, je suis Gilles Aubé, médecin de famille depuis 25 ans dans l'Outaouais. J'ai travaillé à l'urgence jusqu'en 2009. Je fais de l'hospitalisation, j'ai aussi une pratique de médecine familiale. Je suis très impliqué dans le social de toute ma vie. Vous avez mon carton, vous voyez, j'ai travaillé au Honduras pendant 3 ans comme coopérant dans un pays de grande pauvreté. Ici, quand je suis arrivé, je me suis impliqué dans le social beaucoup, dans le développement et paix. J'ai été un des membres fondateurs d'Outaouais à l'urgence. Nous avions ramassé 50 000 noms pour demander pour l'Outaouais un financement adéquat. Par la suite, je suis le membre fondateur de Santé Outaouais 2020, un groupe qui réfléchit à la santé en Outaouais. Et également, toutes les problématiques sociales, l'engagement social m'intéressent au plus haut point. Je suis très content du débat ce soir, puis je vais y participer au mieux de mes connaissances. Bonsoir tout le monde, je suis Charmaine Lévy, je suis la candidate pour Québec solidaire dans la circonscription de Pontiac. Je suis professeure ici à l'UQO en département de sciences sociales avec une spécialisation en développement international.
J'ai déjà travaillé une dizaine d'années en coopération internationale, notamment au Brésil et au Paraguay. Alors, ça fait longtemps que je travaille pas seulement sur les questions de la pauvreté, mais aussi la création de la richesse en milieu de pauvreté. Et je remercie les étudiants et la faculté ici à l'UQO pour avoir organisé cette soirée qui est très importante, car pour le Québec solidaire, toutes les questions de social, surtout de justice sociale, sont au cœur de notre plateforme. Merci beaucoup. Donc, nous allons avoir 6 questions. 6 questions sous 6 thèmes différents que nous avons choisis. Juste pour vous situer, je vais faire, moi et Mylène allons faire une mise en situation, une mise en contexte avant de situer notre question et d'attendre la réponse dans les candidats. Alors, le premier thème est la pauvreté et les inégalités sociales. Alors, voici la mise en contexte. Selon les données disponibles sur le site de l'Institut de la statistique du Québec, le taux de ménage à faible revenu après impôt est resté sensiblement le même en 1996 et 2011, soit autour de 14,4 %. De plus, plusieurs études ont démontré que le pouvoir d'achat de la classe moyenne aurait même légèrement baissé, creusant un fossé de plus en plus important entre ceux qui détiennent la richesse et ceux en situation de pauvreté. Certains chercheurs, certaines études vont même à se demander si les profits du développement économique du Québec ont seulement servi aux plus riches de notre société. Alors voilà notre question. Quelle est la vision de votre parti concernant la répartition des richesses au Québec? Est-ce que quelqu'un voudrait commencer? Oui? C'est à votre choix. Oui? Bon, parlons de répartition de la richesse. Je pense que c'est un thème qui doit absolument être abordé. Bon, il y a plusieurs questionnements qui se font à ce niveau-là. Premièrement, est-ce qu'on devrait augmenter les impôts? Où est-ce qu'on devrait aller chercher cet argent-là? Nous, Action nationale, ce qu'on croit, c'est pas nécessairement avec une augmentation d'impôts qu'on doit procéder ou encore avec une augmentation plus ciblée, là, exemple avec les entreprises, les institutions financières, où on doit aller chercher notre fonds. L'argent, elle se trouve où? Elle se trouve dans l'imposition canadienne. Principalement, on envoie chaque année 44,5 milliards de dollars au gouvernement fédéral qui, lui, réutilise ça dans des endroits qui pourraient être réinvestis dans des domaines plus proches de nos valeurs ou encore dans des endroits un petit peu plus pour le développement et la réduction au niveau de la pauvreté. Si on prendrait le rapatriement de nos lois, nos impôts et nos traités internationaux, puis on mettrait tout ça au pouvoir des Québécois, c'est là qu'on va être capable de réellement travailler pour l'intérêt du Québec, pour nos valeurs, pour le soutien de notre collectivité, plutôt que d'envoyer notre argent pour financer les sables bitumineux d'Alberta, les ports navals en Colombie-Britannique, les projets Hydro-Ontario, puis le nucléaire au niveau de l'Ontario. Je pense qu'on a différentes priorités ici au Québec. Et la première chose à faire, c'est de se déclarer indépendant pour rapatrier tout cet argent-là qu'on envoie au niveau fédéral. Plus précisément, je pense que si chaque année, on pourrait se donner les moyens qui est de 2,3 milliards d'économies en dédoublement de ministères et en dédoublement de rapports d'impôts qu'on perd chaque année à envoyer ça à un autre gouvernement, on aurait les moyens de pouvoir investir dans notre collectivité puis dans les gens dans la pauvreté. Puis c'est avec ces mesures-là qu'on prévoit financer les mesures sociales et le développement économique dans la région ici, mais aussi à l'échelle du Québec pour pouvoir promouvoir une très bonne économie en santé et faire une meilleure redistribution de la richesse. Merci. Vous êtes bon. Merci. Alors, à mon tour, on n'est malheureusement pas d'accord surtout par rapport à notre appartenance au Canada. Vous savez, le Parti libéral du Québec est un parti fédéraliste. C'est sûr qu'on parle des milliards de dollars des impôts des Québécois et Québécoises qui vont vers Ottawa, mais on reçoit 9 milliards de péréquations. 9 milliards de péréquations en plus de ce que nous avons déjà versé en impôts au fédéral. Et avec ces 9 milliards, on peut se doter du panier de services que nous, les Québécois, avons choisi. Ce sont
choix de société. Alors, on peut parler des garderies à 7 $, on peut parler de tous nos programmes, justement, qui sont ciblés vers nos plus démunis. Et je pense, moi, qu'il faut d'abord créer de la prospérité avant de pouvoir se doter de tous ces services. Notre formation politique, la marque de commerce, c'est l'économie, c'est la création de la prospérité. Et je pense qu'en 2003 et 2012, la situation des familles s'est beaucoup améliorée. Je ferai tout à l'heure le bilan de toutes les mesures que notre formation politique a mis en place justement pour lutter contre la pauvreté et la marginalisation. Et je pense que même si on n'a pas cette facture de social, de progressiste social, le Parti libéral a vraiment fait de très grandes avancées. Ici, plus précisément, dans le comté de Hull, vous savez, ici, la région, on a des données économiques assez positives, mais justement, ça fait en sorte que les personnes les plus démunies de la région sont encore plus démunies que les mêmes personnes qui ont la même situation économique ailleurs dans d'autres régions. Et ça fait qu'ici, on a un profil de personnes marginalisées, encore plus vulnérables, et on doit s'y pencher plus précisément. Merci. Donc, la question de la distribution de la richesse, c'est une question importante. Je pense qu'on peut voir dans notre quotidien que quand on parle de distribution de la richesse, dans les dernières décennies, les plus riches de la société se sont beaucoup enrichis et les plus pauvres se sont soit accomplis ou ont vu leur revenu stagner. Parce que, en bout de ligne, la question des richesses produites, c'est aussi la question non seulement de la distribution de la richesse, mais de qui contrôle les richesses dans la société. On sait tous, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, que le Québec est une société qui est relativement riche si on compare au niveau international. On est un territoire qui possède des ressources naturelles importantes. On est une société qui possède des ressources humaines aussi importantes, des ressources humaines développées. Donc, pour nous, la question, c'est que ce soit au peuple de contrôler ses richesses, que ce soit au peuple de décider en bout de ligne du contrôle des ressources naturelles et des ressources humaines dans la société. Pour vous donner un exemple, on a beaucoup parlé dans les dernières années du développement minier. Au Québec, le développement minier de 2002 à 2008, c'est un déficit net de 368 millions de $. Sur 2 milliards que l'État a dû percevoir en redevances et en impôts, l'État a seulement perçu 212 millions. De l'autre côté, l'État a donné 624 millions en différents avantages fiscaux de toutes sortes aux compagnies minières. Donc, on se retrouve avec une industrie qui est complètement déficitaire quand, en bout de ligne, on permet à des monopoles miniers d'exploiter nos ressources naturelles. À l'époque, on disait que Duplessis vendait le fer initial de la tonne aux Américains. Bien, dans les dernières années, on a inversé la tendance. Maintenant, on paye les monopoles pour qu'ils viennent extraire les ressources naturelles disponibles. Donc, c'est sans compter les sites miniers à décontaminer. C'est sans compter tout le problème lié à l'exploitation des ressources naturelles pour l'environnement naturel. Merci. Alors, du Parti québécois, premièrement, on a aboli la taxe santé injuste, régressive. On en a fait une taxe progressive, okay? C'est-à-dire que maintenant, c'est les plus riches qui la payent et les plus pauvres n'ont pas à la payer. L'abolition de la taxe, l'augmentation des frais de scolarité de 78 que 82 que les libéraux avaient imposé aux étudiants, la pire crise sociale des 10 dernières années avec la grève étudiante, le carré rouge, souvenez-vous de tout ça, ça a été aboli, finalement, cette taxe-là. Troisièmement, nous avons les frais accessoires abusifs que les médecins spécialistes font. Parfois, à Montréal, vous entendez parler de ça, ils chargent aux gens 500 $. On va passer un projet de loi pour légiférer là-dessus. Il y a 250 000 familles qui ont maintenant accès à une garderie à tarif réduit. Et ça, c'est un énorme avantage pour les familles parce que les mères peuvent aller sur le marché du travail et continuer à développer leur profession. Il y a une équité interrégionale maintenant que nous, on vise dans les soins de santé. On essaie de donner à chacune des régions l'argent qui lui revient. L'Outaouais a été longtemps abandonné, longtemps sous-financé, puis c'est en train de se corriger actuellement. On veut faire un financement par activité en santé. C'est des budgets historiques dans les hôpitaux. Chaque hôpital, par exemple, a un budget historique. Puis là, on veut que le financement vienne par activité, ce qui va faire que nos budgets, nous, en Outaouais, vont augmenter. On va créer une banque de développement du Québec qui va nous permettre
de finalement financer des projets de petites et moyennes entreprises dans les régions. Et ça va être un très grand avantage dans les régions. Et pour terminer, si on avait tous nos impôts au Québec, on serait capable de mieux gérer notre affaire. Vous savez que vous avez entendu parler en fin de semaine des groupes communautaires avec le SPLI fédéral, des coupes de 60 000 $. Les groupes qui combattent l'itinérance sont en crise actuellement. C'est totalement inacceptable. Jamais on fait ça, nous, au Québec, ici. Ce sont des fonds qui devraient être rapatriés chez nous. Si on gérait tous nos impôts, il n'y aurait pas de crise sociale comme ça qui arriverait. Bon, Québec solidaire propose à la fois des politiques publiques qui touchent les causes et les conséquences de la pauvreté. On trouve que chacun doit faire sa part, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une politique fiscale. Une politique fiscale, on propose d'ajouter un palier pour que les gens qui gagnent beaucoup, payent plus d'impôts. Pour que les entreprises aussi payent plus d'impôts, comme notre collègue vient de dire, le Québec est riche. Ce n'est pas un pays tiers-monde, c'est riche. Le problème, c'est la redistribution de la richesse. Alors, l'idée, c'est que chacun paye sa part, que les plus riches, les grandes entreprises payent leur part. On veut lutter aussi contre la fraude fiscale, quand on sait que c'est un problème dans la région. Des gens qui habitent ici, qui profitent de tous les services, mais qui payent leurs impôts en Ontario. On veut voir une tolérance zéro de fraude fiscale. Et finalement, une autre manière de repartir la richesse, c'est d'augmenter le salaire minimum, mais c'est aussi de créer un salaire maximum, comme c'est dans les pays scandinaves, où le génie est très élevé, où il y a vraiment une bien-être de vie de tout le monde. Alors l'idée, c'est de travailler la redistribution de la richesse par des politiques fiscales. Donc, le deuxième thème est la pauvreté et la marginalisation. Donc, au Québec, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sont marginalisées, telles que les personnes en situation d'itinérance, des nouveaux arrivants, des jeunes, des personnes avec des antécédents de toxicomanie ou de prostitution, criminalité, etc., j'en passe. De plus, ceux-ci doivent faire face à plusieurs embûches et stigmas sociaux afin d'intégrer le marché du travail et d'avoir accès, entre autres, à des logements décents. Donc, ma question est la suivante. Quelles seront les stratégies de votre parti afin de favoriser l'intégration sociale et professionnelle des personnes marginalisées? Merci. Pour ce qui est du thème de la marginalisation des personnes dans le besoin, c'est certain que c'est un petit peu plus difficile parce qu'au niveau du parti, on n'a pas de position officielle. Chez l'Option nationale, on essaie d'être le plus concis possible au niveau de la plateforme électorale. Je vais vous dire, c'est certain que les priorités, ces priorités-là seront plus précisément selon moi, mais je pense que ces gens-là, la première chose qu'on doit faire, c'est encourager de briser l'isolement de ces personnes marginalisées-là. Il faut les inviter à créer des liens avec les personnes, les personnes dans le milieu, que ce soit des travailleurs sociaux, des bénévoles, des gens qui livrent les repas, puis au moins ils vont se permettre de véhiculer un meilleur sentiment d'appartenance à des groupes. Je pense que c'est super important aussi de développer des lieux d'appartenance, puis c'est là où je pense que Option nationale a beaucoup à apporter ici. C'est certain qu'on veut favoriser le financement de ces types d'endroits-là. Ça permet justement de développer une collectivité, développer des endroits où les gens vont pouvoir se recueillir, puis se donner des conseils, puis s'appuyer. Faire partie d'une communauté, c'est toujours plus avantageux pour un individu qui est dans le besoin. Ça permet de soutenir, passer à travers des moments difficiles, d'obtenir des conseils des gens qui ont réussi à s'en sortir. Je pense que ça passe beaucoup par là. Faire valoir les droits de ces gens-là aussi, c'est super important. Je pense que ces gens-là ont besoin de se sentir bien et sentir qu'ils ont des droits qui sont protégés par l'État, mais aussi par les gens qui côtoient. Puis finalement, je pense que ça passe beaucoup à travers l'éducation de ces gens marginalisés-là. Le plus que des gens, ils ont des préjugés, c'est ce qui cause en plus grande partie la marginalisation de ces gens-là.
Donc, c'est certain, pour développer ces lieux d'appartenance-là, ben, il va falloir aider beaucoup le milieu des affaires à ancrer un petit peu plus vers des priorités d'entreprises coopératives plutôt que des entreprises à but lucratif pour l'enrichissement des gens au niveau plus centralisé, des gens qui veulent s'enrichir au niveau personnel plutôt que soutenir leur collectivité. Je pense que si on peut commencer par ça, ça va être déjà cool. Merci. Merci. Alors, je pense qu'on fait nécessairement référence aux organismes communautaires. Les organismes communautaires, ce sont des partenaires de première ligne pour le gouvernement, puisque ce sont eux qui sont auprès des différentes populations les plus vulnérables. Ce sont nos éclaireurs aussi. Ce sont eux qui peuvent identifier les problématiques dans le milieu. Et on ne peut pas faire du mur à mur, mais bien du sur-mesure quand il faut parler d'enjeux des personnes les plus marginalisées. Je pense qu'ici, dans le comté, on peut déjà parler de différents organismes. On y a fait référence tout à l'heure de ceux qui sont touchés en ce moment par cette coupure du SPLI. Et il y a plusieurs organismes comme CRIO, Soude populaire, Gitani. Je dois vous dire que nous, au Parti libéral du Québec, on a un bilan très positif par rapport à l'ensemble de ces organismes qui font aussi de la défense de droits. Je pense au collectif régional lutter contre l'itinérance. On va donner 90 000 $ pour 3 ans. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais pour cet organisme-là, c'était une question de survie aussi, de pouvoir se permettre d'avoir une personne ressource qui est là pour identifier les personnes qui sont à risque de devenir itinérantes. Et là, ensuite, tous les programmes gouvernementaux peuvent être un filet social pour cette personne. Moi, j'ai tendance à vouloir vraiment amener, plus personnaliser les programmes du gouvernement, des formations politiques, parce que on parle de milliards, on parle de programmes, on parle de plans de lutte contre la pauvreté, on en a fait 2. Maintenant, concrètement, ici, sur le terrain, c'est quoi que ça fait? Quelle est la différence qui va être apportée? Je pense qu'on a plusieurs belles réalisations. Nos organismes communautaires, il faut les appuyer. Il y a une mesure en ce moment pour justement consolider leur financement. Je sais que le gouvernement actuel a déposé un plan. Il n'y avait pas de budget qui était accolé au plan. Merci, Mme Gros. Donc, c'est une problématique qui est assez vaste, assez complexe. Je vais essayer de l'aborder peut-être d'une façon un petit peu plus originale, si on veut. La question de la marginalisation dans la société, la question de l'itinérance et de la pauvreté, c'est en même temps là où les problèmes apparaissent le plus criants à chaque fois qu'il y a ce qu'on pourrait appeler la restructuration de l'État, c'est-à-dire la course effrénée au déficit zéro. On en a eu quelques exemples dans les dernières décennies où, en bout de ligne, les premiers visés par les mesures de coupe dans les dépenses publiques, c'est souvent les organismes communautaires. C'est souvent ceux qui interviennent directement auprès des personnes marginalisées. C'est ceux aussi qui ont été désinstitutionnalisés, qui ont créé des grands problèmes de l'itinérance sur le terrain. À la base, il faut arrêter avec cette situation-là de la course au déficit zéro. Parce que, fondamentalement, on a les richesses pour subvenir au bien-être des gens. On a les richesses pour prendre soin des gens. L'autre aspect aussi, c'est le soutien aux organismes communautaires, je veux dire, puis aux organismes de défense de droit. Je fais partie du conseil d'administration de l'organisme de défense de droit. La majorité du temps qu'on passe, c'est courir pour de l'argent au bout de ligne quand on devrait être là pour défendre les droits d'accès, pour aider les gens dans la communauté. Et l'autre aspect sur l'itinérance qui n'est pas soulevé, c'est le besoin d'une enquête publique sur les corps policiers vis-à-vis de l'agissement envers l'itinérance. C'est un problème majeur dans les grandes villes. C'est le problème d'harcèlement vis-à-vis des itinérants. Des contraventions à répétition. On a eu le cas il y a quelques mois d'un cas qui a été très médiatisé d'un policier qui avait menacé un itinérant de l'attacher dehors alors qu'il n'y avait à peu près aucun vêtement. Il y a réellement besoin de passer au travers cette question-là, d'avoir une enquête publique sur les agissements des corps policiers vis-à-vis des itinérants. Merci. Alors, nous avons fait adopter, nous, du Parti québécois, la politique de l'économie sociale. Ça faisait longtemps que le milieu le voulait. Et ça permet, il y a un plan d'action qui s'en vient. M. Patrick Duguay, qui est directeur
de la coopérative régionale de l'Outaouais et des Laurentides, est un des acteurs clés là-dedans. Il y a un plan d'action national qui s'en vient pour permettre à nos entreprises d'économie sociale de prospérer. Deuxièmement, le financement des organisations communautaires est toujours fragile et nous avons garanti pendant 3 ans de temps le financement. Puis le financement a été aussi haussé de 162 millions de dollars pour tous les organismes au niveau du Québec. Troisièmement, vous savez que l'aide juridique a été augmentée. Il y a 500 000 personnes de plus qui ont accès à l'aide juridique. Ça, c'est un changement majeur pour les gens pour avoir accès à la justice. Et également, il y a des centres de justice de proximité qui sont établis au Québec. Puis nous, à Hall, nous avons eu un centre qui nous a été dédié pour ces 500 000 personnes de plus qui vont pouvoir accéder à la justice. On est rendu maintenant les avantages sociaux des organismes communautaires. On est en train de réfléchir à offrir, parce que les organismes communautaires ont du financement toujours difficile, les bénéfices marginaux, assurance maladie, les assurances dentaires, des choses comme ça. On réfléchit à ça pour voir qu'est-ce qui pourrait être offert à ces organisations-là. On essaie de faire de l'acquisition d'immeubles pour offrir aux groupes communautaires des logements qui coûtent pas cher ou rien pour qu'ils puissent faire leur travail finalement. Vous savez que la politique nationale de l'itinérance, là, on travaille fort pour ça, puis le fédéral coupe de façon inconsidérée, on l'a dit tantôt. Alors nous, on le dit fermement pour que les organismes québécois reçoivent la part qui leur revient. Il y a un plan d'action contre l'exploitation sexuelle qui s'en vient. Il y a une nouvelle politique nationale de l'habitation qui s'en vient. Nous avons ici aussi toute une politique régionale du logement social et de l'itinérance. Il y a eu un colloque ici à l'automne en 2013 et en 2014, un plan d'action s'en vient. Je pense que ça fait le tour de nos engagements. Merci. D'abord, je pense que la meilleure politique contre la pauvreté et la marginalisation, c'est d'abord d'augmenter le salaire minimum, de faire un salaire minimum où les gens peuvent vivre, vraiment. Un autre projet de Québec solidaire, c'est travailler le revenu minimum garanti, c'est-à-dire pour des gens qui sont au-dessus de la seuil de pauvreté, qui gagnent un certain montant mis par mois, enfin, et c'est garanti. Si on est sur le seuil de pauvreté, on gagne ça, c'est garanti, c'est un revenu minimum garanti. Troisièmement, on propose de renforcer les lois sur l'équité salariale et l'égalité d'emploi. On veut voir plus d'emplois à temps plein, moins d'emplois à temps partiel, parce qu'on a vu que la croissance des emplois dernièrement, les derniers 18 mois, c'était surtout les emplois à temps partiel. On veut aussi, dans la région, investir dans la formation professionnelle des métiers, parce qu'il n'y a vraiment pas assez. On veut soutenir l'économie sociale et solidaire. D'autres politiques, on veut voir plus de place en service de garde, en garderie, on veut abolir la taxe santé, on veut geler les tarifs d'hydro. Pour la troisième thématique, il y a différents candidats qui ont commencé à aborder le sujet. Comme futurs travailleurs sociaux, la question de la pauvreté des organismes communautaires est essentielle. C'est-à-dire qu'au Québec, on est privilégié, on a des mesures et on a des organismes communautaires autonomes qui fonctionnent depuis longtemps et qui travaillent très très fort pour le soutien et la défense de droits des gens justement qui sont marginalisés et sous différentes déclinaisons. Or, on est dans un contexte de coupure budgétaire, vous en avez parlé au niveau fédéral, il y en a aussi sous différentes paliers gouvernementales. Ces organismes-là, sans financement, ne peuvent pas survivre, ne peuvent pas assurer de services et ont commencé à menacer la fermeture de services aux individus. Alors, la question sont, quelles seront les stratégies de votre parti afin de soutenir les organismes communautaires concrètement dans leur lutte contre la pauvreté et des inégalités sociales? Merci. Alors, comme j'avais déjà débuté un petit peu plus tôt, c'est certain qu'Option nationale s'engage à promouvoir le modèle coopératif comme modèle d'entreprise. On oublie souvent que le modèle coopératif, c'est un modèle d'entreprise qui redonne à sa collectivité. Le meilleur exemple de ça, c'est un peu biaisé, là, moi je suis conseiller à la Caisse populaire, mais la Caisse populaire est un des plus importants leviers en termes de développement, en termes de protection des collectivités. L'année passée, je veux dire, juste cette coopérative-là a donné 800 millions de dollars au développement de sa collectivité.
c'est pas quelque chose à oublier. Tandis que les entreprises privées, comme les banques privées, elles, prennent ses profits, en ramène ça à des actionnaires, puis exportent cet argent-là, souvent que les actionnaires sont pas très souvent au Québec et pas très souvent au Canada non plus. Donc, c'est important de renforcer ce modèle coopératif-là pour s'assurer que la richesse qu'on crée retourne à la collectivité. Ça va déjà beaucoup aider ici. Ensuite, c'est sûr qu'au niveau régional, on vit une situation qui est un petit peu particulière parce qu'on a un écart de richesse qui est vraiment important à cause du manque de diversité de notre économie. On vit aux dépens de la fonction publique canadienne seulement. Puis les deux autres industries qui survivent avec ça, c'est l'industrie de la construction et l'industrie des biens et services, ce qui fait des écarts en termes de salaire qui est très, très important. Quand on gagne le salaire minimum, 11-12 $ de l'heure, c'est pas suffisant pour se payer un loyer à 600-700 $, comme le font, exemple, les fonctionnaires fédéraux qui gagnent 25, 30, 40, 50 $ de l'heure. Donc, ça fait que le logement est beaucoup moins abordable pour les gens qui habitent dans la région ici, ce qui fait aussi que les gens, même si on a un emploi à temps plein, avec un 40 heures semaine, puis les heures garanties, ils sont quand même dans les possibilités de pouvoir s'offrir une qualité de vie qui est respectable. Donc, selon moi, si on doit prioriser ici en Outaouais pour offrir un meilleur soutien au niveau des organismes communautaires, mais surtout la collectivité qui eux, dépendent de ces organismes communautaires-là, c'est la diversification de notre économie. Merci. On a raison de dire que la région de l'Outaouais, c'est un profil assez particulier parce qu'on a la MRC la plus pauvre, une des plus pauvres au Québec, qui se trouve à côté, voisine de celle qui est la plus riche au Québec. Alors ça, c'est vrai, on a raison de dire qu'il y a un écart même entre deux, c'est comme deux mondes. Et c'est pour ça que nos organismes communautaires qui sont dispersés en Outaouais ont des besoins particuliers et il faut les soutenir. J'aimerais revenir sur le bilan que M. Aubé faisait des mesures du Parti québécois, mais vous savez, comme je mentionnais tout à l'heure, qu'il faut d'abord créer une certaine prospérité avant de pouvoir la partager. Et c'est certainement pas en coupant directement chez les plus démunis l'aide sociale qu'on va réussir à enlever un peu de clientèle de nos organismes communautaires. L'objectif ultime d'un gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il y en aura moins besoin d'organismes communautaires parce que les gens vont avoir un emploi, vont être sur le marché du travail, qui vont être à l'université, dans un cégep ou qui ont un emploi à temps plein. Alors, c'est sûr que ces coupes de 121 millions de dollars qui ont eu cours au cours de la dernière année seulement pour le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ça vient certainement allumer une lumière rouge par rapport à l'avenir des budgets des organismes communautaires. Parce que oui, ils ont une clientèle qui est croissante et malheureusement, les budgets augmentent à coût d'indexation à chaque année. Mais comme je le mentionnais, l'objectif ultime, c'est d'en avoir moins besoin de ces organismes communautaires. Il faut que les gens les plus éloignés du marché du travail puissent se trouver un travail. Et c'est pour ça que, par l'entremise de nos programmes à l'époque, nous financions le Pacte Plus pour l'emploi, qui permettait à des personnes qui présentaient une déficience intellectuelle, une personne qui sortait d'itinérance, de pouvoir avoir un programme auprès du ministère pour avoir un emploi, parce qu'on sait que l'intégration sur le marché du emploi fait en sorte qu'on n'a plus besoin de services. Merci, madame. Donc, en effet, c'est un peu la continuité de l'autre question, dans un sens où on a commencé à répondre tout à l'heure. À la base, il y a deux éléments importants. D'un, il y a un peu la racine du problème, si on veut. C'est beau de dire qu'on va être gentil puis qu'on va donner de l'argent aux organismes communautaires, mais en même temps, les politiques sociales font en sorte qu'on leur envoie de plus en plus de clientèle. L'investissement dans les organismes communautaires ne correspond pas non plus à comme je disais, un peu la nouvelle clientèle qu'on leur envoie avec toute l'offensive antisociale, avec les coupures dans l'aide sociale, avec les coupures dans les soins de santé, avec le fait que, par exemple, l'aide sociale est dans un point où les gens reçoivent un montant qui est totalement dérisoire, qui souvent sert absolument juste à se loger à la base. Donc, ce qu'il faut voir, c'est en bout de ligne, c'est mettre fin à cette situation-là où, en bout de ligne, on a besoin d'investissement dans les programmes sociaux massifs. Puis on a besoin d'investissement de l'autre côté dans les organismes communautaires
pour faire en sorte que ces organismes-là peuvent se consacrer réellement à leur mission à la base. Ils peuvent compter sur des employés où réellement les gens dans les organismes communautaires peuvent vivre d'un salaire décent aussi, ce qui est souvent pas le cas. Donc, à la base, c'est vraiment ces deux problématiques-là. Puis, je pense que si on revenait un peu à l'essence du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels, qui dit que, en fait, qui avance la question du droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu'une amélioration constante de ses conditions d'existence. On parlait beaucoup moins d'investir dans les organismes communautaires liés à la pauvreté. Merci. J'aimerais juste comprendre, c'est pas la question 3, pauvreté et accessibilité, madame, qu'on doit répondre? Est-ce que vous revenez à deux fois sur les organismes communautaires? Non, en fait, la deuxième question, c'était sur la marginalisation, puis la troisième sur les organismes communautaires. Bon, d'accord. Alors, je vais rajouter d'autres éléments que je n'avais pas ajoutés tantôt. Alors, nous avons adopté au mois de février, à la dissolution de l'Assemblée nationale, une politique sur l'itinérance et un plan d'action concret doit venir. Okay? Et tous les intervenants, ça fait pratiquement 10 ans qu'on attendait cette politique-là. Puis là, finalement, les acteurs du milieu se sont assis ensemble et finalement ont concocté cette politique-là. Et c'est un large consensus, tout le monde est d'accord avec ça. Pour aider les groupes communautaires, nous, il va y avoir un guichet unique pour les familles qui vont vouloir avoir une place en garderie à l'été. Finalement, dans toutes les régions du Québec, les gens peuvent appeler un seul numéro, puis ils vont savoir tout de suite si une place disponible dans les garderies. Également, pour la prise de rendez-vous, les gens qui ont besoin d'appui, de soutien. Vous savez qu'actuellement, c'est le bordel quand vous voulez prendre un rendez-vous dans un hôpital pour un examen, n'importe quoi. Ça prend du temps, c'est compliqué, les gens ne comprennent pas. Alors là, il va y avoir finalement un seul numéro unique pour prendre les prises de rendez-vous partout en Ottawa. Ça s'en vient. C'est le ministère de la Santé qui va faire ça. On va créer aussi un portail santé. Le portail santé, ça va être un site Internet sur lequel il va y avoir un paquet des maladies physiques, des maladies mentales, des ressources, un petit peu l'info-santé. Vous savez, quand on appelle l'info-santé, ça va être par Internet. Et avec la meilleure information qu'on va avoir, ça va être fait par des médecins de famille, puis ça va être disponible pour tous les citoyens au Québec. On va créer 15 000 logements sociaux, 3 000 par année. Et dans ces 15 000 logements sociaux-là, il y en a une partie, les 3 000 par année, qui sont pour les gens qui sont en situation d'itinérance. C'est à peu près 300 logements sur 3 000 qui vont être pour les personnes en situation d'itinérance. On a mis sur pied le bureau d'enquête indépendante. Ici, mon collègue le relevait tantôt. Alors, quand un problème de coup de feu et un itinérant qui est tiré à Montréal, par exemple, ça va être un bureau d'enquête du service de police de Montréal. Merci. Merci. Bon, d'abord, on est d'accord que les organismes communautaires ont besoin de plus de ressources. Ça ne sert à rien de les couper. Il faut les appuyer dans la création des politiques publiques. Et ça, pas tous les 4-5 ans, mais continuellement. Une modèle où on donne le temps et on encadre la participation des organismes communautaires. Un autre point, c'est d'offrir une formation adéquate au personnel des organismes communautaires, c'est-à-dire un recyclage. Je donne l'exemple des GRT en logement social ici dans la région qui ont des fois des problèmes pour répondre aux exigences de SHQ. Alors, il faut une formation adéquate pour qu'ils puissent répondre à toutes les exigences de SHQ. Finalement, investir dans l'éducation populaire, qu'on travaille avec des populations marginalisées, de pas seulement travailler sur des questions purement matérielles ou des revenus, mais par rapport à leurs droits par l'éducation populaire. Merci. Merci. Nous passons à l'autre thématique qui est pauvreté et accessibilité en mise en situation d'autonomie. En Outaouais, nous avons la chance d'avoir une société de transport en commun. Cependant, les prix continuent de monter, rendant ce service de plus en plus inaccessible aux personnes plus défavorisées. De plus, les gens vivant en milieu rural ne peuvent bénéficier d'un tel service.
Alors la question est, quelles sont les stratégies que compte employer votre parti afin de résoudre la problématique de l'accès au transport des personnes en situation de pauvreté et ou d'exclusion? Au niveau d'Option nationale, on a un beau petit plan pour ça. Moi, je suis vraiment excité d'en parler aujourd'hui. C'est certain, c'est d'accélérer l'électrification du transport. Bon. L'électrification du transport, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'une fois, parce qu'on se rappelle qu'au Québec, on a tellement d'électricité que ça nous coûte de l'argent d'en avoir trop. Donc, c'est important de mettre beaucoup d'accent sur ça. Qu'est-ce qui va stabiliser la hausse des frais, justement, du transport en commun? C'est le prix du gaz. Le prix du gaz augmente au niveau de l'inflation beaucoup plus rapidement que la plupart des autres services, qui fait augmenter deux choses. Premièrement, l'accessibilité au transport en commun, puis aussi tout simplement au gaz pour le transport, mais aussi de la nourriture. Donc, ça va être une guerre de coûts. Le projet de société que je veux vous parler aujourd'hui, c'est le monorail suspendu à grande vitesse. Ça vient attaquer plusieurs choses, dont la pauvreté, justement. Le monorail suspendu, ce serait un système de transport qui relierait les grands centres-villes d'un petit peu partout à travers le Québec, qui voyagerait à 250 km/h, qui coûterait environ 7 millions du kilomètre, qui est beaucoup plus rentable qu'un monorail à grande vitesse, pas un monorail, pardon, un train à grande vitesse, un TGV, qui coûterait environ entre 20 millions et 60 millions de kilomètres. Ce que ça aurait comme effet sur les gens qui vivent dans la pauvreté, ça permettrait premièrement de pouvoir aller travailler à presque n'importe où au Québec. Imaginez habiter à Gatineau, pouvoir prendre le monorail suspendu, aller travailler à Montréal, ça prendrait une demi-heure à aller travailler, puis revenir le soir même, ça serait en fait plus rapide que se transporter de Gatineau à Ottawa pour certains matins, les gens qui prennent la voiture. Ça semble comme un projet utopique. Moi, je vous invite à aller voir le Trans-Québec. C'est très intéressant. En fait, même le Parti québécois a investi quelques millions de dollars dans la recherche sur le monorail. C'est certain que nous, on va en mettre un petit peu plus. Ça va être bon pour l'économie. Ça va développer autant au niveau transport que aussi au niveau marchandises, rapprocher les grands centres. Les Français vont finalement pouvoir faire le tour du Québec en un jour. Merci. Ça a l'air à notre histoire, notre projet. Moi, j'ai un rêve beaucoup plus modeste que celui-là. Il y a 2 campagnes électorales, j'avais inscrit dans mes engagements de pouvoir permettre à des personnes aînées de 65 ans et plus de monter à bord des autobus de la Société de transport de l'Outaouais gratuitement à l'extérieur des heures de pointe. Et là, on m'a tapé sur l'épaule et on m'a dit, Mme Gaudreau, ce n'est pas de juridiction provinciale, mais bien c'est la municipalité qui décide des modalités pour sa clientèle, les tarifs et tout. Alors oui, le gouvernement du Québec remet l'argent pour le transport collectif aux municipalités. Ce sont eux qui en font la gestion et qui décident des programmes. Alors moi, je vous invite peut-être à aller parler à votre conseiller municipal parce que je pense que c'est une mesure qui est très intéressante, qui est pas coûteuse parce que les autobus roulent sur les routes là, à toute heure du jour et à l'extérieur des heures de pointe sont à toute fin pratique ville. Il y a déjà un modèle, on dit un projet pilote en ce moment dans la ville de Laval, dans la ville de Longueuil et je pense que la ville de Gatineau devrait se pencher sur un tel projet par rapport aux aînés, peut-être même les personnes qui sont les plus démunis, qui pourraient se déplacer d'un coin de la ville à l'autre, et non pas de la ville à Montréal ou ailleurs au Québec. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire parce que nécessairement, pour les personnes plus démunies, c'est une mesure qui doit être adoptée par les conseils municipaux, dont celui de la ville de Gatineau, précisément par rapport au comté de Paris. Voilà. Merci. La réalité du transport en commun, en fait, en Outaouais, c'est que ce transport en commun-là est l'un des plus inefficaces au Québec, puis c'est un des plus coûteux pour les usagers au Québec. En partant, ça cible une problématique. Parce que, en bout de ligne, il y a un réel sous-financement en Outaouais, mais à travers le Québec, sur le transport en commun. C'est anormal qu'on se retrouve dans la situation actuelle du transport en commun. Je suis certain que d'entre vous, il y a plusieurs qui sont des usagers fréquents. Moi aussi, je le suis. Puis ça devient tellement absurde à un moment donné. C'est même compliqué souvent de se rendre au travail avec l'autobus ici. Si on ne travaille pas aux heures de pointe ou si on nous demande un horaire un peu atypique. C'est certain qu'effectivement, c'est ce qu'on pourrait appeler une juridiction municipale, mais le financement est lui, provincial aussi.
Les problèmes auxquels les sociétés de transport sont confrontées sont simples. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté là-dedans qui, je pense, aimeraient donner plus de services. Mais les sociétés de transport en commun au Québec sont pour la plupart très déficitaires parce qu'ils n'ont pas un soutien adéquat pour développer des projets. Et l'autre problématique du transport en commun au niveau rural est encore pire parce que les municipalités sont souvent très petites, ont souvent peu de moyens, sont souvent avec des mono-industries, donc les revenus des municipalités dépendent souvent d'un très grand contributeur. Puis à la fin, c'est presque impossible. Ça, c'est très difficile de développer ce transport en commun-là au niveau rural. Effectivement, il y a des investissements importants qui seraient nécessaires et souhaitables pour donner accès aux gens qui vivent dans les milieux ruraux à une forme de transport en commun comme une autre. On parlait du Pontiac, une des régions les plus pauvres au Québec. Alors, je pense qu'on est très loin de ça dans cette région-là. Merci. Alors, le Parti québécois, nous, on fait la promotion vous savez, la stratégie d'électrification des transports. Alors, c'est un très, très gros projet qui va durer 5 à 10 ans. Il y a des milliards de dollars qui vont être investis là-dedans. On va créer une grappe industrielle, on va créer de la recherche fondamentale, on va diminuer nos gaz à effet de serre parce qu'au Québec, l'énergie, 40% de toute l'énergie qu'on consomme est du pétrole finalement. Si on est capable d'électrifier nos transports, tout le pétrole qu'on consomme pratiquement, c'est pour le transport. Si on est capable d'électrifier nos transports, on va diminuer de façon drastique nos gaz à effet de serre. Donc, c'est excellent pour l'environnement. Également, notre importation de pétrole est de 14 milliards par année. Ça nous coûte un prix de fou. Si on est capable de se libérer de ce poids-là, dans la balance commerciale du Québec, ça va être un très gros atout de réussir ça. Nous allons devenir un leader mondial des transports électriques. Le virage électrique s'en vient. Nous allons être une des premières sociétés au monde qui allons faire ce virage-là et nous allons devenir un exemple pour le reste du monde. Les gens vont venir copier, vont venir apprendre de nous ce que nous avons réussi à faire. Alors, nous avons tout pour réussir le projet. Nous avons l'électricité, nous avons la compagnie Bombardier, nous avons Hydro-Québec, nous avons les chercheurs, nous avons les entrepreneurs, et nous avons toute la connaissance nécessaire pour le faire. Par la suite, M. Sylvain Gaudreault, qui est le ministre des municipalités, a annoncé la stratégie de la mobilité durable, c'est-à-dire que 1 milliard de dollars va être investi d'ici 2020 pour les transports collectifs, les transports en commun, pour diminuer la congestion sur nos autoroutes. Troisièmement, il va y avoir une politique du transport durable, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour diminuer l'empreinte écologique des transports. Et pour terminer, ici même en Outaouais, nous prenons l'engagement régionalement, nous, de favoriser le transport collectif dans les municipalités rurales. Regardez ce que nous pourrions faire pour développer, par exemple, l'autobus public pour les gens des municipalités rurales. Merci. C'est vrai que dans la région, le transport en commun est sous-financé. Si on regarde Gatineau, c'est la 4e plus grande ville au Québec. On a une croissance démographique exponentielle. Seulement dans mon comté à Elmer, il y en a à ce moment qu'on parle, il y en a 3000 unités de logement qui se développent. Et probablement pour chaque unité, il y aura au moins une voiture. Pourquoi? Parce que le transport en commun est lent, c'est pas efficace et c'est cher. Alors les gens préfèrent de prendre leur voiture. On aimerait changer ça. Pour changer ça, il faut investir d'une manière adéquate dans le transport en commun. C'est vrai, Mme Gaudreault a raison, c'est pas le Québec qui décide quelle forme de transport en commun il y a. Ça revient à la ville, ça revient aux élus municipaux. Mais les élus municipaux et Québec peuvent travailler ensemble pour trouver des solutions durables. Pour la question du transport en commun au milieu rural, il y a des projets dans le Pontiac de taxis collectifs, ce sont des projets pilotes, mais qui devront être explorés et voir comment ça pourrait être mis en place dans une plus grande, sur une plus grande mode. Et il faut investir, si on veut, du transport en commun au milieu rural, surtout pour les plus marginalisés, il faut investir d'une manière adéquate. Alors, merci. Nous passons à la suivante. Les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux font face depuis les années 2000 à de nombreux changements tels que des coupures budgétaires et une augmentation importante dans les tâches administratives qui limitent le temps d'intervention.
De plus, la rationalité est utilisée comme mode de gestion. Or, nous sommes dans un contexte où la clientèle desservie ne cesse de s'alourdir et les besoins d'augmenter. Donc, sachant qu'il s'agit de professions émotionnellement exigeantes où le risque d'épuisement professionnel est important, quelles seront les stratégies de votre parti afin de soutenir les professionnels qui œuvrent au sein des services de santé et des services sociaux? Au niveau de la plateforme Questions Santé d'Option Nationale, on est clair qu'on a besoin d'une réforme au niveau de notre système de santé à plusieurs niveaux. Première chose qu'on doit s'attaquer, c'est la méthode de rémunération des médecins en ce moment pour dégager nos urgences, dégager nos différents endroits où on desserve la population au niveau santé. Ensuite, il faut absolument élargir le rôle des pharmaciens, leur permettre de donner des prescriptions. Il faut absolument permettre aux infirmiers de pouvoir aussi faire plus d'actes médicaux. Et il faut absolument terminer le projet d'informatisation du système de santé pour avoir accès aux dossiers des patients à travers toute la province. En ce moment, si on revient à la rémunération des médecins, ils sont rémunérés à l'acte au lieu d'être rémunérés au niveau salarial. En étant rémunérés à l'acte, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se concentrer à des endroits où c'est beaucoup plus payant au lieu de se concentrer aux endroits où la population a plus besoin de leurs services. Donc, exemple, je donne toujours l'exemple des cataractes. Les cataractes, il y a quelques années, ça prenait 1 heure, 1h30 à faire l'opération. Maintenant, ça prend 15 à 20 minutes. Donc maintenant, si quelqu'un veut se faire une opération au niveau des cataractes, elle peut avoir un rendez-vous au niveau de quelques semaines parce que ça paye encore le même montant comme si c'était 1h30. Tandis qu'avec une situation salariale stable, ça serait beaucoup plus logique de réorganiser les médecins pour qu'ils soient au service de la population. Ils vont cesser de donner des prescriptions parce que ce n'est pas leur domaine d'expertise. Leur domaine d'expertise, c'est le diagnostic. Le pharmacien s'occupe de la prescription, puis il va pouvoir alléger le fardeau au niveau des médecins, pouvoir encourager les gens à utiliser nos systèmes de santé de façon beaucoup plus efficace, puis à travers l'informatisation, tous les dossiers de santé vont être accessibles à travers toute la province, qui semble être du gros bon sens selon Option Nationale. Les pharmaciens, justement, étudient beaucoup plus longtemps, quelques années de plus que les médecins dans leur domaine, qui est le traitement, le diagnostic, qui est la prescription, le médicament. Donc, ce serait normal qu'ils travaillent aussi dans leur niveau d'expertise. Merci. Merci. Bon, très intéressant. La santé, on le sait, ici, dans la région, c'est priorité numéro 1, surtout dans une campagne électorale. J'aimerais rectifier un petit peu par rapport au salaire des médecins, puis peut-être que M. Aubé pourra me dire si j'ai raison ou pas, mais je pense qu'il y a un salaire de base et ensuite, on peut être rémunéré à l'acte. C'est ce qui fait aussi qu'on est en pénurie de main-d'œuvre parce que, bon, ils n'ont pas besoin de travailler de très, très, très longues heures pour pouvoir avoir un salaire décent. Et c'est ce qui fait qu'ici, en Outaouais, on est une région où une personne sur deux n'a pas accès à un médecin de famille. Et on est en pénurie. Là, on aurait besoin de 100 médecins de famille à temps complet pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Précisément par rapport aux travailleurs sociaux, ceux qui travaillent auprès des organismes communautaires, j'ai fait partie de la commission itinérante sur l'itinérance de l'Assemblée nationale et c'est vrai que c'est un élément qui était demandé dans toutes les villes où on est passé. Et c'est sûr que des problèmes de santé mentale, il y a une personne sur 5 qui va malheureusement connaître peut-être un épisode de problème en santé mentale et certainement des personnes qui vivent dans un stress de pouvoir faire des miracles avec tout le monde, puis la clientèle qui augmente. Une des solutions, oui, je crois que de donner plus d'actes aux pharmaciens, ça pourrait aider, mais nous proposons certainement de mieux exploiter, et j'aime pas le mot, là, les super infirmières spécialisées. On donne la formation ici à l'UQO, on aimerait en former 2000 au cours des 10 prochaines années. Il y a aussi tout le fait qu'on veut ouvrir des super cliniques ouvertes 7 jours sur 7, sans rendez-vous, donc qui seraient destinées à accueillir des personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Aujourd'hui, là, en Outaouais, on a 2 options. C'est l'urgence ou une clinique privée en Ontario, et il faudrait nécessairement avoir ce même service ici, et les personnes qui se retrouveraient dans des situations difficiles dans les organismes communautaires auraient au moins une option pour pouvoir obtenir une option. Merci. Donc, sur cette question-là, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a une très grande détresse des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, des professionnels des services sociaux, vis-à-vis de leurs conditions de travail. Je pense que le bilan des dernières années
sous le ministre de la Santé politique était assez désastreux. Ce bilan-là s'est poursuivi sur les conditions de travail, c'est même aggravé dans un certain sens. Quand il y a eu l'implantation de la méthode dite Toyota dans les hôpitaux, ça met à des situations absurdes où les infirmières et les infirmiers sont contraints, en bout de ligne, de travailler avec des patients, mais ils ont tant de minutes pour passer avec un patient, tant de minutes pour passer à l'autre. On a, en bout de ligne, installé les conditions du travail à la chaîne dans les hôpitaux. Et ça crée beaucoup de problèmes. C'est des métiers qui sont très stressants, qui sont difficiles. Et en plus, l'État, à travers l'offensive antisociale, impose des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles. C'est pas seulement une question de manque de personnel, mais aussi c'est une question de la place que ces gens-là ont à l'intérieur du système de santé. Puis, de la place aussi qu'ont ces gens-là pour avoir leur mot à dire, parce qu'ils les voient les solutions, les voient les problèmes, ils les connaissent. Mais en bout de ligne, ce milieu-là est laissé entre les mains de gestionnaires qui sont en bout de ligne, qui sont occupés à gérer les coupures un peu partout. On est très, très loin de la question de garantir des soins de santé. Ça, c'est sans parler aussi de la question de la privatisation des soins de santé. Hein? On nous dit que ça ne fonctionne pas, le système de santé, parce qu'on coupe dedans puis on sous-finance. De l'autre côté, la solution, ça serait de le privatiser. Plus le système a été privatisé au Québec, plus il y a eu la sous-traitance, plus ça a entraîné de la désorganisation, des problèmes au niveau du système de santé. Merci. Alors, pour régler le problème de l'accessibilité aux soins de santé, ça nous prend des professionnels, puis on en manque en Outaouais, pas à peu près. On manque de médecins de famille, surtout. On garantit, nous, le Parti québécois, d'ouvrir en 2016 une école de médecine, les satellites de McGill. Il va y avoir 24 étudiants qui vont étudier chez nous. Et quand le programme va être bien parti, ça va monter à 32. Vous comprendrez que quand on fait une école comme ça, on fait un corps professoral. Quand on aura constitué notre corps professoral des sciences de base et des sciences de la santé, on sera capable de greffer à ce corps professoral-là toutes les autres formations en santé. On pense à la kinésiologie que vous avez ici, physiothérapie, l'ergothérapie, nutrition, sage-femme, toutes ces professions-là pourront être greffées à la première. Donc, ça veut dire que d'ici 10 ans, si on est visionnaire, on est capable d'ouvrir pratiquement toutes les formations à l'UQO. C'est un développement majeur. Des centaines d'étudiants vont étudier dans les centres de la santé. On va créer toute une grappe de sciences de la santé ici à l'UQO. On va être capable finalement de fournir des professionnels pour tous nos citoyens ici. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que des médecins de famille, il en manque dans la région, il en manque 100. Puis tant qu'on ne les produira pas nous-mêmes, je pense qu'on sera toujours en pénurie. Il y a un retard historique chez nous. On doit compenser ce retard-là. Faisons le travail nous-mêmes, produisons nous-mêmes nos propres médecins de famille, et ce sera des gens, nos propres étudiants, nos propres enfants, qui étudieront dans notre institution d'enseignement. Alors, c'est une excellente nouvelle. On va ajouter 600 ressources supplémentaires professionnelles pour les troubles d'apprentissage dans les écoles. C'est un problème majeur pour les parents qui ont des enfants avec des problèmes d'apprentissage. Également, il y a tout un programme pour l'autisme, pour le dépistage en jeune âge. Et après 21 ans, quand ces gens-là arrivent, sont laissés un peu à eux-mêmes, maintenant, on va offrir des programmes de support pour ces patients-là qui ont des difficultés importantes. Je vous ai parlé tantôt du portail santé, où vous pourrez consulter pour les problèmes de santé courants que vous avez. Merci. Merci. Bon, d'abord, Québec solidaire promet de désengorger les urgences en misant sur des services de santé accessibles, surtout des CLSC, 24 heures, 7 jours sur 7, en investissant 60 millions pour l'embauche d'une centaine de professionnels au cours des prochaines 5 ans. Parce qu'on croit au CLSC, on veut investir. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, c'est, on sait qu'il manque pas, si on regarde le ratio médecin de famille patient ici au Québec, c'est pas très différent que d'autres provinces, que l'Ontario. Il y a une seule différence, c'est qu'on oblige les médecins de famille de travailler dans les hôpitaux. Et notre proposition, c'est d'arrêter de les obliger de travailler dans les hôpitaux, embaucher des médecins pour des hôpitaux, et comme ça, les médecins de famille pourront faire leur travail. C'est aussi d'investir dans des infirmières praticiennes et, encore une fois, de garantir l'équité salariale de ces professionnels-là.
Et une mesure qui vaut pour tous les travailleurs et travailleuses, c'est de réduire la semaine de travail pour garantir une meilleure conciliation famille, travail, études. Merci. On va passer à la suivante. Pauvreté et vieillissement. Au Québec, on observe une augmentation de la population vieillissante. Qui plus est, le vieillissement entraîne une diminution des capacités dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. Or, on constate que de plus en plus de personnes âgées vivent sous le seuil de la pauvreté. Quelles seront les stratégies de votre parti afin de faire face aux conséquences du vieillissement de la population en matière de revenus, de logement et d'accès aux soins? Bon, c'est primordial qu'on doit recentrer le système de santé sur le besoin des citoyens. Il faut savoir faire face au lobby des médecins et au lobby des grandes compagnies pharmaceutiques. C'est principalement là où la majeure partie de nos entrées d'argent en santé vont, ça et l'équipement, la recherche. Mais il appartient au gouvernement, pas au groupe d'intérêt privé, de décider ce qui est bon pour la collectivité. Ça, je pense que c'est très clair. Et certain aussi, quand on parle des compagnies pharmaceutiques, on doit se doter d'une société d'État. Je sais qu'au niveau Québec solidaire, on est d'accord à ce niveau-là, que pour la gestion des médicaments, pour freiner la hausse des médicaments. Parce qu'en ce moment, c'est des lobbies américains, des lobbies étrangers qui décident principalement combien devraient coûter les médicaments qu'on doit acheter pour notre population, quand on pourrait faire la gestion de ça nous-mêmes, créer des génériques et d'exporter ça à l'extérieur du Québec pour être capable de réduire de beaucoup le montant qu'on dépense dans notre système de santé. On sait bien sûr que ici au Québec, on est un grand consommateur de produits pharmaceutiques. C'est la majeure partie de nos dépenses à cause de notre système qui est accessible, ce qui est absolument correct, mais on doit s'assurer de limiter le plus possible le coût à l'État. Créer des génériques de ces médicaments-là pour pouvoir non seulement les vendre à notre population, mais aussi les exporter à l'extérieur de la province, ou peut-être même d'un pays, si vous voulez vous donner la chance. Finalement, c'est certain que la meilleure manière de soigner, c'est de prévenir. La promotion de saines habitudes de vie demeure le meilleur moyen d'y arriver, coûte que coûte. Donc, il faut absolument passer par l'éducation de notre population, de prendre des saines habitudes, au niveau de leurs habitudes de santé. Puis juste ça va revenir 10 fois en termes d'investissement, en termes d'éducation, que ce soit en nutrition. On s'entend tous que la nutrition, ça fait une grande partie, mais aussi de l'activité physique. Ça aussi, ça l'aide beaucoup, là, autant les personnes âgées que tous les gens de notre collège. Justement, une de nos mesures pour les personnes aînées, on a un crédit d'impôt pour ceux qui veulent faire des activités physiques ou s'inscrire à des activités culturelles. Quelques petites statistiques par rapport au vieillissement de la population. Les personnes en 2006 et 2050, les personnes de 65 ans et plus vont doubler, celles de 75 ans et plus vont tripler et celles de 85 ans et plus vont quintupler. Alors ça va mettre beaucoup de pression sur les services sociaux, sur notre réseau de la santé, parce que l'espérance de vie fait en sorte que les gens vont avoir 20 années de plus aussi à la retraite. Les aînés vont constituer 20% de la population. Et on sait, dans pas longtemps, il va y avoir 3 travailleurs pour chaque aîné, ce qui n'est pas beaucoup, puisqu'en ce moment, je pense que c'est quelque chose comme 9. Alors, il va y avoir peu de ressources, beaucoup de personnes. Il va falloir, je crois, réorganiser notre réseau. Puis, il faut surtout faire en sorte que, oui, faire de la prévention, puis donner des services à nos aînés à domicile. Pour nous, on a une mesure intéressante si une personne âgée est propriétaire d'une maison et vous savez, ils ont des revenus fixes. Et si les taxes municipales, taxes scolaires augmentent, on le sait, de façon très importante, on pourra leur donner une façon de prendre un congé de ces taxes, de les accumuler dans un compte bancaire et lorsqu'il y a la vente de la propriété, on peut rembourser ce prêt qui aura été fait par le gouvernement. Et ça permet aux gens de rester à la maison. Il y a aussi tout l'accompagnement des proches aidants. On le sait, puisqu'il va y avoir plus de personnes aînées, nous risquons tous de se retrouver proches aidants beaucoup plus tôt que tard. Et on veut permettre des mesures comme une journée payée pour journée de la compassion. Aussi, tout rassembler, tous les crédits d'impôt qui existent pour les proches aidants, en faire qu'un seul, mais qui soit rehaussé. Et aussi, on va investir dans les soins à domicile. Merci.
La question de vieillir, c'est aussi la question de la retraite. Et c'est la question de garantir un standard de vie qui correspond à la richesse de la société pour les gens qui ont passé leur vie à travailler. Et ça, c'est une problématique qui, malheureusement, dans les dernières années, a beaucoup de recul. Quand on parle des régimes de retraite, que ce soit des régimes de retraite des travailleurs municipaux, des travailleurs publics, des travailleurs de différents secteurs de l'économie, il y a eu un net recul sur cette question-là. Entre autres, à cause de la crise financière de 2008. Il y a certains régimes de retraite qui ont vu plus de 25% de leurs actifs disparaître du jour au lendemain. Parce que les années où ça allait bien, on donnait des congés de cotisation aux employeurs. Puis les années où ça allait mal, là, le régime de retraite disparaissait en grosse partie soudainement parce qu'en bout de ligne, les gestionnaires ont joué un peu avec cet argent-là, un peu comme des joueurs compulsifs, d'un certain sens. Malheureusement, il n'existait pas de programme pour les gestionnaires sur le jeu compulsif, mais bon. Donc, en bout de ligne, il s'est installé vraiment une culture du rendement là-dessus. Puis aujourd'hui, ce qui se passe avec ces régimes de retraite-là, par exemple, les régimes de retraite des employés municipaux, c'est que du jour au lendemain, on ne peut plus les garantir. En bout de ligne, les travailleurs, comme je le disais, ces régimes de retraite-là, pendant toute leur vie, se font dire, bon, maintenant, non, ces régimes-là n'existeront plus ou vont être complètement amputés parce que personne ne veut en prendre la responsabilité dans la société. La question de garantir un standard de vie aussi, c'est de garantir une retraite aux gens qui ont travaillé pendant toute leur vie, très dur dans beaucoup de cas. Donc, l'État, au lieu de s'engager à garantir une retraite, à garantir ces régimes de retraite, au contraire, l'État a décidé de s'en laver les mains, de laisser les choses faire. Au contraire, en 2008, pendant que les régimes se faisaient couper, l'État venait en aide aux financiers. Mais aujourd'hui, qui vient en aide aux travailleurs pour retraités? Merci. Alors, pour le Parti québécois, comme vous le savez, le ministre Hébert a annoncé une politique fort intéressante qui s'appelle l'assurance autonomie. L'assurance autonomie, finalement, il y a 110 millions qui ont été mis dans cette politique-là cette année et il y a 1 milliard qui va être mis d'ici les 5 prochaines années. En quoi ça consiste? Les personnes âgées veulent rester chez elles et on va les aider à rester chez elles. On va développer le soutien communautaire, on va développer nos entreprises d'économie sociale qui vont favoriser à nos personnes âgées de demeurer chez elles et elles ont le choix de la résidence avant d'aller à l'hôpital et de se retrouver dans un CHSLD. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on va augmenter les médecins de famille. Il y a 256 groupes de médecine familiale et l'objectif, c'est d'avoir 300 groupes de médecine familiale et de couvrir tout le territoire du Québec. Et ultimement, c'est un citoyen pour un médecin de famille. Ça, c'est l'objectif. On travaille très bien parce qu'en travaillant sur les personnes âgées et en travaillant sur les médecins de famille, on a augmenté de 300 000 personnes les gens qui ont accès à un médecin de famille. L'attente à l'urgence a diminué pour la première fois depuis 20 ans de 1 heure. C'est la première fois que ça arrive en 18 mois. On a diminué l'attente à 1 heure. Ça marche. On travaille sur les personnes âgées qui consultent trop. On les soutient à domicile, puis on donne une première ligne à nos médecins de famille, au public, par l'accès à un médecin de famille. Et également, on veut faire une politique nationale de prévention. Si on travaille sur l'alimentation, sur les styles de vie, on va être capable de diminuer la pression sur notre système curatif de santé. Alors nous, on va mettre en place une politique de prévention. Donc tout ça, toutes ces mesures-là vont faire, on va avoir une population de meilleure santé, des gens âgés qui vont rester plus longtemps chez eux, ils vont être plus contents de ça. On va diminuer la pression sur le système curatif puis sur les CHSLD. N'oubliez pas qu'on va penser à mettre des gicleurs partout dans toutes les résidences de personnes âgées, puis on remet à jour nos CHSLD, malheureusement, qui sont parfois vieillissants, puis il faut faire de la rénovation à l'intérieur. Merci. Chez Québécois solidaire, on a plusieurs mesures. D'abord, investir, élargir l'offre des CHSLD. Deux, la question du RRQ, élargir pour surtout les autonomes et les femmes, parce que souvent ce sont des femmes qui n'ont pas pu cotiser autant dans leur vie professionnelle. Une autre mesure, c'est le logement abordable pour les personnes âgées, surtout pour les personnes en perte d'autonomie. Il n'y en a pas beaucoup dans la région, il y en a beaucoup plus à Montréal. Alors, il faut les construire ici dans la région. Aussi par rapport aux services de proximité, enfin on a une situation très particulière à Elmer en Pontiac.
qu'on a délocalisé des infirmières qui travaillaient au CLS et CLSC dans les soins soins en domicile. On les a délocalisées à Hull et ça fait que le service n'est pas aussi rapide, n'est pas aussi bon. Je pense qu'il faut investir dans les CLSC, dans les soins de domicile. Et finalement, comme mon collègue a mentionné, le Québec perd 1 milliard de dollars chaque année à cause d'une mauvaise gestion des médicaments. Québec solidaire propose une agence pour s'occuper de l'achat des médicaments pour l'ensemble de notre système de santé, qui fera que ça coûtera moins cher pour le public. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons prévu une période de questions grand public, c'est-à-dire qu'on dispose de 20 minutes. 20 minutes où vous avez l'opportunité de poser une question au candidat. On n'oublie pas, au niveau des règles, pour nous c'est important que ça se fasse dans le respect d'un côté comme de l'autre. Étant donné qu'on dispose de 20 minutes et vous êtes nombreux, on est content, il va falloir être précis, clair dans la question et précis et clair dans la réponse. Alors, on va se laisser le droit, comme animatrice, de vous arrêter lorsque ça sera trop long. Alors, c'est bon, il y a 2 micros juste ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait briser la glace? On va allumer les micros. Alors, on vous invite à vous avancer le micro qui sont devant chaque rangée. Oui. Oui. Est-ce que le micro Testé. Oui. C'est pas une technique. Récemment, on a vu une réforme qui a été amenée par le gouvernement fédéral au niveau de l'assurance-emploi. J'aimerais savoir la vision de votre parti face à cette réforme-là, puis si vous avez prévu des actions face à ces changements. Merci. Quelqu'un souhaite répondre là? Oui, Mme Boudreau. Oui, je pense qu'il y a eu consensus à l'Assemblée nationale pour justement revoir certaines modalités de la réforme. Et si je me souviens bien, c'était tout juste avant la campagne électorale, on avait eu comme un signal qu'il allait avoir des assouplissements. Alors, toutes les formations politiques se sont unies dans ce débat et nous allons voter des motions à l'unanimité à l'Assemblée nationale qui ont été dirigées vers le gouvernement. Et je pense que ça a porté fruit, encore une fois, parce qu'on s'élève au-dessus de la partisanerie, qu'on s'unit tout le monde ensemble et puis qu'on veut faire avancer un dossier en particulier, ça fonctionne. Maintenant, les modalités de ces mesures d'assouplissement et tout ça vont être connues certainement après la campagne électorale, puisqu'on va poursuivre les pourparlers avec le gouvernement. Merci, Mme Moreau. Monsieur Aubé, ensuite, Oui, alors vous vous souvenez, là, c'était la réforme de l'assurance-emploi. L'idée, finalement, c'est de payer le moins possible. Hein? C'est que moins de gens aient accès à l'assurance-emploi. Tous les travailleurs cotisent à l'assurance-emploi et je veux dire, ils n'ont pas les bénéfices qui en reviennent. Alors, c'était là, les gens devaient accepter des emplois jusqu'à 1 heure du domicile, avec un taux horaire qui n'avait pas d'allure. Ça a été unanime au Québec, tout le monde a tout condamné ça. Ça, c'est du fédéralisme dominateur, on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est qu'on prenne nous-mêmes nos décisions, qu'on ait des budgets chez nous, qu'on administre nos fonds et finalement qu'on rapatrie toute l'assurance-emploi chez nous, qu'on l'administre nous-mêmes. C'est pas au fédéral à faire ça. Il y a des réalités régionales, il y a des réalités locales que les fédéralistes ne comprennent pas et c'est au Québec que ça doit se passer. merci. Oui. Je pense que je vais aller seconder ce que M. Aubé a dit, mais aller même un petit peu plus loin. Il y a un petit principe de base, il faut arrêter d'essayer d'améliorer les aptitudes à un autre peuple à mieux nous gérer, puis simplement nous prendre en main. Je pense que la priorité qu'on semble oublier, c'est que le Québec a des valeurs, une identité, sa propre langue qui est complètement différente. Elle n'est pas mieux, elle n'est pas moins bonne. Puis
Puis on l'a vu dernière élection fédérale, tout le Québec était orange, tout le reste du Canada était conservateur bleu. Qu'est-ce qui s'en est suivi? On est sorti du protocole de Kyoto, on a investi dans les sables bitumineux d'Alberta, puis on investit dans des choses qui ne sont pas dans nos priorités, puis maintenant on a eu des coupures au niveau de la FTQ, de la CSN, puis maintenant on s'attaque à l'assurance maladie. Le Québec a tout pour devenir un pays, et moi je suis principalement ici, c'est la priorité de notre parti. Faire du Québec un pays, c'est notre première priorité, puis c'est avec ça qu'on va réussir à prendre nos décisions dans le meilleur intérêt de tous les Québécois. Merci. Je ne surprendrai personne en disant qu'on est fermement opposé au sagage de l'assurance-emploi, comme tous les partis, je pense, qui sont ici en ce moment. Donc, je vais laisser tout le temps de parole pour d'autres questions. Je réponds rapidement. Québec solidaire répond une paix juste et libre. L'assurance-emploi, c'est un droit. Ce n'est pas l'individu de démontrer qu'il le mérite, mais c'est un droit, c'est un droit social, c'est un droit politique. Et pour cette raison-là, on était d'accord avec le consensus qui est allé au-delà de la partisanerie, qu'il faut répatrier enfin, l'assurance-emploi, il faut le décentraliser, il faut que ce soit les Québécois qui décident. Merci. Prochaine question. Je vous invite à vous mettre en ligne pour avoir la priorité de parole par la suite, si vous voulez. Bonjour à tous, merci d'abord d'être là. Vous avez tour à tour parlé de vos solutions face à la pauvreté. Moi, j'aimerais maintenant vous entendre sur le problème. Pourquoi on en arrive là en tant que société? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Comment les gens se rendent là? C'est quoi qui nous amène dans ce facteur-là? Parce que si on veut trouver une solution, ben, je pense que c'est important d'avoir des idées sur le problème. Merci. Qui souhaite répondre? C'est une très, très bonne question, parce que si on parle de pauvreté, le but ultime, c'est d'éradiquer la pauvreté de nos régions. Et moi, je pense que ça passe nécessairement par l'intégration de tous au marché du travail. Même les personnes les plus éloignées du marché du travail peuvent contribuer à leur façon. Il y a des organismes ici comme la Relance, la Roue, ce sont des organismes qui embauchent des personnes qui présentent toutes sortes de déficiences intellectuelles. Ces gens-là s'épanouissent à travers leur emploi, ils socialisent et réussissent aussi à avoir un revenu qui leur permet d'avoir une vie à toute fin pratique décente. J'aimerais aussi parler de la problématique des personnes issues des communautés culturelles. Vous allez voir dans votre travail, s'il y a plusieurs personnes ici qui sont travailleurs sociaux, qui veulent travailler ici dans la région, vous allez voir qu'il y a beaucoup de clientèle issue des communautés culturelles. On les fait venir ici, on a des milliers de personnes qui choisissent le Québec ou qui sont choisies par le Québec pour venir contribuer à notre économie. Mais malheureusement, une fois arrivés ici, les choses ne se déroulent peut-être pas toujours comme prévu. Et il faut favoriser l'intégration de nos personnes issues des communautés culturelles sur le marché du travail. Un des engagements, c'est d'appuyer sitôt. Vous devez connaître cet organisme d'intégration des travailleurs immigrants ici dans la région. Il faut donner un coup de barre à cet égard-là, parce que la clientèle des différents organismes communautaires compte de plus en plus de personnes issues des communautés culturelles. Et la ville de Gatineau est la deuxième ville au Québec qui en accueille le plus grand nombre, après Montréal. Madame Legault, je vais devoir vous appeler, excusez-moi. Monsieur Aubé, allez-y. Bon, la pauvreté, l'itinérance a plusieurs visages. Okay, avant, c'était des hommes alcooliques là, qui étaient seuls, séparés. C'est ça qu'on a l'image du délégué, lui qui est dans les ruelles. Là. C'est tout ça qu'on voit maintenant. On voit des familles maintenant, on voit des mères avec des enfants, des mères monoparentales, on voit des personnes âgées, on voit des adolescents, on voit des situations de multiples origines. Au niveau social, c'est devenu vraiment complexe. Et multiculturel aussi. Les solutions. Lors de la rencontre, on a fait une politique nationale de lutte à l'itinérance avec des grands principes, et c'est ça qu'il faut mettre en application pour arriver à un résultat. Premièrement, il faut regarder le logement social pour que ces gens-là aient un logement décent. Deuxièmement, ça prend une intégration des services de santé et des services sociaux de proximité pour que ces gens-là n'aient pas à aller à la salle d'urgence, mais qu'ils aient accès à un soin plus proche de leur milieu de vie. Rehausser leur revenu, soit par le salaire minimum, soit par les prestations qu'ils reçoivent du bien-être social.
Quatrièmement, on veut les réinsérer socialement, regarder leur formation en emploi et leur donner la chance de se retrouver un emploi. Et cinquièmement, ça prend de la cohabitation sociale, ça prend des intervenants sociaux qui les appuient dans leur réinsertion sociale, ça prend des objectifs à la judiciarisation. Qu'est-ce qui arrive actuellement? Vous le savez, ces gens-là souvent sont les cibles des corps policiers. Alors il faut trouver une façon d'empêcher ça. Donc ça prend une politique avec plusieurs approches pour arriver à un résultat concret. Merci, M. Audet et Mme Lévy. Je pourrais donner un cours de 45 heures sur ce sujet. J'aimerais vraiment ça. Mais je vais m'arrêter de parler d'égalité de chance, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes chances de se développer, de développer toutes ses capacités de bien vivre. Ça revient beaucoup à la redistribution de richesses, parce qu'encore une fois, on est un pays riche, on est une région riche, mais on trouve des gens très très pauvres et des gens très très riches. Pour cette raison, le rôle de l'État est essentiel à la fois pour contrôler les entreprises, pour encadrer l'économie, pour faire qu'on n'exige pas à les gens de travailler 45-50 heures pour rien du tout. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand je parle et Québec solidaire parle d'augmenter l'importance du salaire minimum qui peut faire vivre les gens. Et il faut investir il faut que l'État investisse dans le social. Pour ça, il faut des ressources et c'est pour ça aussi que Québec solidaire on réclame que les gens les plus riches paient un plus grand pourcentage des impôts, les grandes entreprises aussi. Merci. Donc, la problématique qui est soulevée est très importante, la question est très bonne. Parce qu'en bout de ligne, la question, c'est de garantir les droits économiques, les droits sociaux. Le Québec, le Canada, est signataire de différents documents au niveau international sur la question des droits économiques sociaux. Je vous en ai cité un petit peu tout à l'heure. Je vous donne un peu un exemple. Si quelqu'un ici a ses libertés fondamentales de violer, par exemple, liberté à la religion, il existe des processus judiciaires pour le faire. Si quelqu'un est sans-abri, il peut poursuivre l'État parce qu'il est devenu sans-abri. Alors, la question derrière de ça, c'est de dire il faut que toutes les politiques de l'État soient guidées par le principe de garantir les droits sociaux, de garantir les droits économiques. Puis de là découle la logique que pour le faire, en bout de ligne, il faut contrôler nos ressources, il faut contrôler notre richesse pour pouvoir garantir le bien-être et pouvoir garantir un moyen de subsistance pour tous les individus. Merci. C'est certain, quand on dit pauvreté, souvent c'est manque d'emploi suffisamment rémunéré ou simplement manque d'emploi. Point. Une chose qui est super importante, c'est l'éducation. L'éducation, elle doit être accessible à tous. Si on vient d'un milieu où les gens ont un faible revenu et sont incapables d'aller à l'école pour des raisons X, Y, Z, ou ne comprennent pas le système de pré-bourse, ne prennent pas le temps de s'informer, qui encore là, c'est pas nécessairement suffisant. Personnellement, moi, je suis un étudiant qui a fait un retour aux études. J'ai tout de même eu la difficulté, même si je peux m'acheter des beaux papillons en spécial. Là. Mais je pense que l'importance, c'est assurer une éducation qui est suffisante pour qu'on puisse fonctionner en tant que société. Ce n'est pas avec un système qu'on doit payer, mais bien avec un système qui est gratuit, mais balisé, pour permettre à toute personne issue de n'importe quel milieu, que ce soit culturel ou social, pour qu'ils puissent avoir accès à des études supérieures, de la maternelle au doctorat. Merci. Prochaine question. Je voudrais savoir si vos partis respectifs ont des engagements face au vote de scrutin. Monsieur Boilly. Ça, c'est un de mes 3 points principaux au niveau de ma circonscription. On doit absolument insérer une composante de proportionnalité au niveau de notre mode de scrutin. Notre mode de scrutin fonctionne comment en ce moment? C'est un système majoritaire uninominal un tour qui vient du système britannique. Il y a très peu d'endroits dans le monde qui utilisent encore ce système-là, l'Australie, le Canada et l'Angleterre. En fait, ce que ça fait, c'est que ça met tous les candidats dans une circonscription en compétition, puis ensuite, on prend simplement un vainqueur, c'est lui qui va être représenté à l'Assemblée nationale. Donc, prenons exemple ici, la circonscription de Chapleau. Si, exemple, le Parti libéral rentre avec 30% d'appui, puis que les autres 5 partis se divisent le vote, on pourrait avoir un gouvernement qui est élu 100% majoritaire si on prend cette situation-là, puis on la grossit à l'échelle du Québec.
avec 100% des députés qui sont au Parti libéral, avec seulement 30% d'appui. Pour moi, ça me semble absolument non démocratique. On doit se faire une réforme. Tout ce qu'on propose, c'est simplement un système avec à deux vitesses un petit peu, là, où ce qu'on va avoir un système qui est moitié uninominal majoritaire un tour, et l'autre moitié avec une clause de proportionnelle. Ce qui veut dire qu'on va avoir 75, par exemple, députés qui vont être élus de la façon que c'est fait en ce moment. Puis, le reste va simplement appliquer au niveau de la proportionnelle. Proportionnelle étant, exemple, si à l'échelle nationale, 10% des gens votent pour option nationale, bien, on ira piger dans le bassin 10% des députés qui sont disponibles pour option nationale. Ça, bien, c'est une mesure qui est super simple. Et en passant, il y a plusieurs partis qui ont déjà parlé de la proportionnelle et qui ont retiré ça de leur plateforme pour ne pas les nommer. Je pense pas que ça fait avancer la chose. Nous n'avons pas l'intention de changer le mode de scrutin. En tout cas, au Parti libéral du Québec, ce n'est pas une de nos priorités en ce moment. C'est vraiment la création d'emplois et de la prospérité. Sur cette question-là, la question du réforme du système électoral est oui intéressante, mais je dirais que c'est un peu, pour notre parti, un enjeu majeur qui dépasse seulement la question de la réforme électorale. En fait, ce qu'on propose, c'est réellement une réforme en profondeur des institutions politiques et du système électoral. En fait, on propose de faire en sorte que la sélection des candidats aux élections soit plus le monopole des partis politiques. C'est-à-dire que les citoyens peuvent eux-mêmes sélectionner leurs candidats aux élections, bâtir des programmes politiques avec ces candidats-là, qui seraient issus de différents quartiers, d'institutions, par exemple l'université. Donc, pour faire en sorte que les programmes politiques émergent là-bas. Donc, un système qui favorise davantage la démocratie directe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas 1% de la population qui est membre de partis politiques. Pourtant, c'est les partis politiques qui sélectionnent les candidats aux élections. C'est les partis politiques qui élaborent une plateforme électorale. Puis même à l'intérieur de ces partis politiques-là, quand on se retrouve dans certains partis politiques, c'est même plus très démocratique quand on est simple militant. Donc, en bout de ligne, ce système permettrait directement aux gens d'élaborer leur propre programme. Également, le droit de rappel des élus, le droit d'initiative populaire, c'est-à-dire d'engager l'État à tenir un référendum qui serait exécutoire et non pas consultatif sur différentes préoccupations. Également, comme je disais, la question du droit de rappel des élus. Ce qui fait en sorte qu'il y a quelqu'un qui me soulevait une problématique dernièrement sur la question des plateformes électorales des partis. Puis c'est vrai de répondre par un candidat qu'en bout de ligne, il n'y avait pas vraiment pu insérer différents éléments de plateforme régionale dans la plateforme de son parti pour les élections parce que c'est décidé au niveau national. Vous imaginez cette situation-là dans un parti, mais on applique un peu ce modèle-là à l'ensemble du système électoral et du système politique. Donc, de permettre en bout de ligne et de favoriser, d'obliger les candidats à être sélectionnés, ça éliminerait toute la question des partis politiques, toute la question aussi du financement qui est en arrière de ça. Parce qu'en bout de ligne, les campagnes électorales sont des campagnes médiatiques. Je veux dire, je suis très heureux d'être invité ici comme candidat, mais je ne serai pas au débat télévisé, je ne serai pas au débat radio, en fait, au débat des grands médias. Mais pourtant, si à la base, nous-mêmes, on sélectionne nos candidats à travers un système qui est différent, ces candidats-là vont devenir le porteur de notre programme, le porteur de nos idées, le porteur des solutions aux problèmes auxquels on fait face dans nos communautés, tout ça. On enlève un pouvoir gigantesque. Je vous laisse 10 secondes. Okay. Je vais conclure très rapidement parce que j'en aurais beaucoup à dire, mais je veux dire, on enlève un pouvoir gigantesque aux mains des médias. On enlève aux faiseurs d'images qui font les campagnes électorales actuellement, on ne s'en cachera pas. Donc, je vous invite tous à vous engager dans ce beau programme-là pour mettre fin au monopole des partis politiques sur le système électoral et le système politique. Merci. Oui? Est-ce que... Non, oui, je ne vais pas répéter ce que mon collègue d'Option nationale vient de décrire du programme de Québec solidaire. Je vais seulement souligner que oui, il y a un vrai problème parce qu'aujourd'hui, il y en a des partis, des gouvernements qui sont élus avec 30 quelques pourcents, des votes de la population qui ne reflètent pas les votes de la majorité. Alors il faut une réforme politique, un changement du mode de scrutin. Il faut que ça commence à réfléchir et agir dès que possible. Merci.
Juste un petit mot pour dire, je pense que la politique, c'est supposé être quelque chose de noble. Puis on le voit ici, je sais qu'il y a Option nationale, Québec solidaire, même avec le Parti québécois ou le Parti marxiste-léniniste, parfois même le Parti libéral. On a beaucoup de points en commun, mais avec un système plus proportionnel, justement, ça permettrait qu'on mette ces points en commun-là. Et on arrêterait de voter contre des partis, puis pour des idées. Merci. Nous avons le temps d'une dernière question. Oui, Je demandais en fait, dans le livre d'exploitation des ressources naturelles, c'était quoi pour vous le développement de ces ressources-là, par exemple dans le Nord, qui soit respectueux, qui ne soit pas applaudissant justement pour les communautés autochtones? Donc, c'est une question en lien avec les communautés autochtones et le développement des ressources naturelles. J'ai M. Boilly et ensuite. Notre politique chez Option nationale, c'est très clair, c'est la nationalisation de nos ressources naturelles. Ça, c'est un beau projet de société. La nationalisation des ressources naturelles, bien, ça veut dire qu'on arrête d'engager des entreprises privées, puis on arrête de faire affaire avec des sociétés d'État étrangères qui viennent exploiter nos ressources, qui prennent ces ressources-là, envoient ça en Chine, transforment ça, vendent ça à un prix qu'elles décident, puis ensuite nous versent une redevance qui est minime. C'est simplement avoir l'audace de financer nos propres projets de société avec la collaboration de l'entreprise privée, mais s'assurer que 100% des redevances minières restent dans nos poches. Il y a un petit principe de base qui est super simple, qui est ce que personne n'a inventé appartient à tout le monde. Puis pour ce qui est autant des communautés autochtones que les Québécois et Québécoises, on n'a seulement qu'à gagner avec la nationalisation de nos ressources naturelles. C'est un investissement, c'est certain, mais je veux dire, les retombées en termes de milliards de dollars sont beaucoup plus importantes que l'investissement. Je veux dire, c'est déjà un autre gouvernement qui vient chez nous investir. Pourquoi est-ce que notre gouvernement ne peut pas prendre le risque d'investir dans nos propres ressources naturelles? Ça va être à l'avantage des communautés autochtones, qui en passant seraient beaucoup mieux protégées dans un Québec souverain, mais aussi de tous les Québécois et Québécoises. Merci. Je vais prendre un peu la balle au rebond de ce que dit le candidat d'Option nationale. En fait, pour nous, la question des Premières Nations versus les ressources naturelles, c'est une question de nation d'égal en égal. C'est-à-dire qu'on est pour la création d'un État moderne et souverain du Québec, mais on est pour l'autodétermination des Premières Nations aussi. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le fait que, par exemple, on s'est fait imposer historiquement une constitution qu'on n'a jamais signée au Québec, qu'on n'a jamais votée. Mais c'est la même chose aussi pour les Premières Nations qui sont pris dans ce carcan-là, puis qui, en bout de ligne, sont parqués dans des mini-camps de concentration qu'on appelle politiquement corrects réserves, où, en bout de ligne, les Premières Nations sont à la merci d'un État fédéral qui ne reconnaît pas leur traité, qui reconnaît depuis très peu leur existence. Et quand on parle de la question des ressources naturelles, la question se pose avec les Premières Nations. Il va falloir, si on reconnaît le principe d'autodétermination de ces nations-là, de reconnaître qu'il y a un territoire qui leur appartient et que l'exploitation des ressources naturelles ne peut pas se faire sans leurs accords. Merci. Il y avait Mme Boudreau, ensuite M. Aubin. Et je ne sais pas très élaboré, mais nous, on avait proposé le plan Nord. Et le plan Nord, justement, allait de soi avec les communautés autochtones. Ils faisaient partie de ce grand projet. Il y avait aussi toute la protection du territoire qui est chère aux populations autochtones. Et pour nous, notre philosophie, c'est sûr que d'utiliser les fonds publics pour faire de l'exploration de nos ressources naturelles, on apprécierait, et on l'a fait, et on aimerait bien le refaire, c'est avec le concours des grandes entreprises de l'étranger qui viennent ici investir pour faire de l'exploration. Lorsqu'il y a une ressource, à ce moment-là, on peut ensemble trouver des accords pour les redevances, pour l'exploitation. Alors en ce moment, il y a le Parti québécois qui veut investir 115 millions de dollars pour faire du forage pour du pétrole à l'île Anticosti. On ne sait pas s'ils vont trouver. Et tout ça est vraiment non soutenu par des études, bien le contraire, les études démontrent qu'il n'y a pas de ressources. Alors, c'est 115 millions de dollars des deniers publics qui vont être investis quand on pourrait les investir dans bien d'autres domaines et permettre à une entreprise de l'étranger de venir le faire, ou une entreprise canadienne, de venir investir le 115 millions et s'il y a du pétrole, ensuite, ensemble, on peut décider. Merci, M. Bon, vous connaissez René Lévesque, c'est le père de la nation québécoise. Alors, en 1962, il y a eu une élection référendaire à l'époque,
Puis ça a été décidé, le peuple du Québec a décidé de nationaliser l'électricité. Ça s'est fait en 1962. Donc, la seule fois où les Québécois ont été consultés sur ce point de vue-là, ça a été fortement majoritaire. On nationalise l'électricité. Par la suite, nous, on a fait la loi sur les mines, on a eu l'opposition des partis d'opposition, entre autres des libéraux, de façon systématique, puis ils ont finalement, à cause de l'accord de la CAQ, ils ont accepté à la dernière minute. La loi sur les mines, on a une redevance minière de 5% minimale sur toute extraction, et le pourcentage est ascenseur selon les profits que la compagnie fait. Et 100% du dommage écologique qu'ils font, la minière doit compenser complètement le dommage écologique qu'elle fait. Il y a le pétrole de l'île d'Anticosti que Hydro-Québec, et donc Hydro-Québec était le propriétaire, ça a été vendu pour une bouchée de pain à des compagnies privées, ça c'est les libéraux qui ont fait ça encore une fois. On a racheté, nous, une partie des droits d'exploration, et la ressource, on veut qu'elle reste aux Québécois. Les redevances vont rester aux Québécois pour notre économie à nous. Maintenant, pour ce qui est de la relation avec les Autochtones, pour terminer, c'est le Parti québécois qui a signé la Convention d'Abbé James, à l'époque de René Lévesque, à l'époque de M. Landry, ça a été la paix des braves. Nous, on a une relation d'égal à égal avec les nations autochtones, le Parti québécois. Nous, on veut que les Autochtones soient partie prenante de notre développement économique. Merci. Oui, madame. Ce sont deux questions reliées. D'abord, Québec solidaire a un plan pour sortir du pétrole, parce qu'on veut vraiment sortir du pétrole. On veut créer 160 000 emplois, enfin, dans le transport collectif et la rénovation éco-énergétique. C'est-à-dire on veut miser sur l'économie verte, sur l'économie de savoir et de services. Deuxièmement, quant à la communauté autochtone, Québec solidaire, c'est le seul parti qui propose une assemblée constituante où on peut travailler ensemble les structures du gouvernement, de gouvernance qu'on veut, comment on veut travailler ensemble, comment on veut être maître de chez nous, comment on veut une société inclusive. Merci. C'est bon? Alors, sur ce, au nom du... C'est terminé. Au nom du comité pour l'éducation populaire sur la pauvreté et les politiques sociales, on tient à remercier les 5 candidats qui sont devant nous parce que le temps est rare en campagne électorale. Je crois que c'est la course. Alors, on vous remercie d'avoir accordé du temps à la soirée. Je remercie les gens de s'être déplacés. C'est pas bien, on a tous des raisons de ne pas venir, des travaux, un travail, des enfants. C'est important, regarde-nous. Oui. Alors, on va dire les remerciements avant que ça soit pas ça. Donc, ça va, j'accepte. Donc, je tiens à vous remercier d'être là dans tout ce que vous êtes. C'est beau de vous voir. Je tiens à remercier en mon nom Mylène et toute l'équipe d'avoir monté ce projet-là en moins de 2 semaines. Mais le dernier remerciement, et non le moindre, va à notre professeure, Nathalie Saint-Amour. De la juste part, si elle n'était pas là, nous ne le serions pas, nous non plus. Alors, voilà l'importance, entre autres, de l'enseignement supérieur et de tout l'amour qu'on donne comme professeur. Je veux justement vous inviter au forum sur l'éducation supérieure qui va suivre, qui va débuter à 7h30. Sur ce, merci. Voilà.